Je crois que c'est ce soir-là, en les regardant manger devant moi sans même me proposer une assiette, que quelque chose en moi s'est fissuré pour la première fois. Pas brisé, non, fissuré comme un mur qu'on pensait solide et qui soudain laisse passer un fil de lumière. Je suis restée debout près du buffet, les mains encore froides de la pluie, et eux ne m'ont même pas regardée. Amandine riait, Thomas parlait la bouche pleine, et leurs fourchettes glissaient sur les assiettes, comme si je n'existais pas. Et pourtant, c'était moi qui avais porté ces sacs de course 2 heures plus tôt. Je m'appelle Élise, j'ai 76 ans, et je ne suis pas du genre à exiger quoi que ce soit. J'ai passé ma vie à servir mon mari, mes parents vieillissants, puis ma petite fille quand sa mère est partie trop tôt. Je croyais que la tendresse se prouvait en étant utile. Je croyais aussi qu'on me le rendrait un jour, d'une manière ou d'une autre. Ce soir-là, devant leur table bien dressée, j'ai compris que non. Amandine m'a fait un signe de tête sans lever les yeux, comme on le ferait à quelqu'un qui apporte un colis. Tu peux t'asseoir dans le salon si tu veux, mamie, on finit juste. Fini quoi? De profiter de ce que je leur avais acheté? Je ne suis pas folle, je sais reconnaître la gêne quand elle existe, mais il n'y avait pas de gêne chez eux, rien, juste cette indifférence polie, presque fatiguée de m'avoir dans les jambes. Le petit jouait sur le tapis, et j'aurais voulu m'accrocher à son rire, mais même lui semblait absorbé. J'ai posé mon sac sur une chaise, sans bruit, comme toujours. Depuis des années, j'entre chez eux en m'excusant presque du dérangement alors que je paie la moitié de leur facture. Et oui, que je leur laisse utiliser ma carte bancaire secondaire, le temps de se remettre à flot. Thomas avala une bouchée, s'essuya la bouche avec la serviette et me lança: Enfin, on a déjà mangé, Élise. On ne t'attendait pas pour le repas, hein? Comme si j'avais demandé quoi que ce soit. Je suis arrivée à l'heure qu'Amandine m'avait donnée pour garder le petit. Rien de plus. Je sentais l'odeur du gratin encore chaud, la viande encore fumante, et j'ai réalisé que je n'avais rien mangé depuis le midi. J'avais marché sous la pluie fine en sortant de l'arrêt de bus, et mes os me tiraillaient. Mais je suis restée droite. C'est une dignité que personne ne peut m'enlever. La façon dont je tiens mon dos. Vous voulez que je débarrasse? Ai-je murmuré. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Une habitude peut-être. Une réflexe appris. Amandine a enfin levé les yeux. Son regard n'était ni méchant ni doux, juste absent. Non, laisse, on va le faire. Tu peux t'occuper du petit un moment. On est crevés. J'ai hoché la tête. Je crois que j'aurais accepté n'importe quoi à ce moment-là, pas par peur, non, par fatigue de me battre contre quelque chose que je ne comprenais plus. Quand je me suis agenouillée près du petit, il m'a souri un sourire sincère, entier, et ce sourire m'a fait plus de bien que tout ce que sa mère m'avait dit depuis des mois. Je l'ai pris contre moi, je l'ai laissé poser sa tête sur mon épaule. Il sentait le shampoing à la pêche, celui que j'avais acheté hier. Derrière moi, les assiettes continuaient de s'entrechoquer. Je les entendais rire à nouveau, reprendre leur conversation comme si je n'étais qu'un bruit de fond. Et c'est là, précisément là, que j'ai senti quelque chose changer. Une zone très ancienne en moi, une zone que j'avais toujours gardée silencieuse, a commencé à bouger. Comme si une vérité remontait lentement, patiemment. On ne reconnaît pas l'humiliation tout de suite. On la reconnaît quand elle se répète. Cette soirée n'était pas la première. Ce n'était que la plus claire. Je ne leur ai rien dit. Pas un reproche, pas un mot. J'ai attendu qu'ils finissent. J'ai rangé les jouets du petit, j'ai remis ma veste, j'ai refermé la porte derrière moi sans qu'ils s'en rendent compte. Mais en rentrant chez moi, en retirant mes chaussures humides, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps. Un début de courage, un souffle, un non encore silencieux, mais vivant. Et je savais, sans encore comprendre comment, que rien ne serait plus jamais comme avant. Je crois que l'on ne voit jamais la pente pendant qu'on la descend. On se dit qu'on aide, qu'on soutient, qu'on fait ce qu'il faut pour ce qu'on aime. On se dit aussi que c'est normal, que c'est notre rôle, surtout quand on a mon âge. Et puis un jour, on se retourne et on réalise qu'on a glissé bien plus loin qu'on ne l'aurait imaginé. C'est ce que j'ai compris, ce soir-là, en enlevant ma veste encore humide. L'humiliation n'était pas nouvelle, elle n'était que mieux éclairée. Quand Amandine est née, j'avais 50 ans. Une époque où je croyais encore qu'on pouvait réparer une famille avec de la patience. Sa mère, ma fille, n'a jamais vraiment trouvé sa place dans le monde. Trop fragile, trop blessée, trop en colère contre des choses qu'elle ne nommait jamais. Amandine, elle, était ma lumière. Je l'ai gardée, nourrie, portée. J'ai été sa maison quand sa mère n'arrivait plus à l'être. Alors,
Quand elle a grandi et que la vie a commencé à lui résister, j'ai fait ce que je savais faire. J'ai pris sur moi. Les premières fois où Amandine m'a demandé de l'aide, c'était normal. Mamie, tu pourrais m'avancer un peu pour le loyer? Juste ce mois-ci. Puis, c'est devenu: «Tu pourrais prendre le petit ce week-end, on est crevé». Puis: «Tu pourrais passer faire quelques courses, je suis débordée». Puis: «Mamie, on a un problème avec la banque, tu pourrais ajouter ta carte au compte provisoirement?» Ce mot «provisoirement» est drôle quand j'y repense. Chez les jeunes, ça peut durer 2 heures ou 2 ans. Ici, ça a duré 4 ans. 4 ans où chaque mois je voyais des retraits, des achats, des dépenses qui n'étaient pas les miennes. Parfois, il me remboursait une petite partie, comme pour calmer ma conscience. Mais la plupart du temps, ça passait simplement comme un courant d'air. J'essayais de ne pas regarder. Je me disais que c'était normal de soutenir ceux qu'on aime. Thomas, lui, a pris l'habitude très vite. Toujours un merci aimable, un sourire poli, mais jamais un geste pour alléger ma charge. Un homme qui parle de responsabilité comme on parle d'une pluie annoncée, quelque chose qui devrait arriver, mais pas maintenant. Chez lui, rien n'était grave tant que quelqu'un d'autre payait. Et moi, je me persuadais que c'était temporaire. Je répétais cette formule dans ma tête comme un mantra. Je les aide juste le temps qu'ils se stabilisent. Mais ils ne se stabilisaient pas. Ils s'installaient. Il y a eu d'autres scènes avant celle du dîner. Je les revois maintenant avec une clarté qui me fait presque honte. Le jour où Amandine m'a demandé: «Mamie, t'as retiré combien cette semaine? On doit organiser notre week-end». Comme si c'était normal de planifier leur plaisir sur ma pension. Le soir où Thomas m'a dit, en relevant à peine les yeux de son téléphone: «Si tu pouvais passer demain, la lessive est en panne. On ne peut rien faire avec le petit». Comme si j'étais une technicienne de service. Et surtout ce moment que j'avais presque oublié, où Amandine a ri avec une amie au téléphone en disant: «Oh mamie, elle est gentille, mais elle ne comprend pas grand-chose à la vie moderne. Heureusement qu'on est là pour gérer». Je me souviens avoir fait semblant de ne rien entendre. C'est cette capacité-là que j'ai perdue l'autre soir, celle d'avaler sans broncher. En regardant leurs assiettes pleines, leurs repas chauds, leur insouciance, j'ai compris que j'avais nourri leur confort au point d'en effacer mon propre besoin. Moi qui mange parfois un potage le soir pour économiser, moi qui calcule mes dépenses, moi qui prends le bus 2 arrêts plus tôt pour payer moins cher, eux ne calculent rien. Ils prennent et je donnais. Amandine n'a jamais été méchante, c'est peut-être ce qui m'a le plus trompée. Elle a simplement grandi dans un monde où tout ce qui est offert n'a pas de valeur, et je suis devenue, pour elle comme pour Thomas, une réserve discrète, toujours ouverte, toujours disponible. Mais après ce dîner, en rentrant chez moi, une idée m'a traversée. Et si j'arrêtais? Juste pour savoir qui j'étais encore sans cette servitude silencieuse. Je n'avais pas encore la force d'agir, pas encore, mais je sentais la question monter comme une vague qu'on ne retient plus. Ce soir-là, en posant ma canne contre le mur, je me suis dit: «Il est peut-être temps de me choisir moi-même». Une phrase simple, presque fragile, mais elle a tenu toute la nuit. Et le lendemain matin, quelque chose s'est mis en marche. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Ce n'était pas de la peine et pas encore de la colère. C'était une lucidité neuve, comme si mes pensées s'étaient enfin mises en ordre après des années de brouillard. Je me suis levée avant l'aube avec cette sensation étrange d'être plus vieille et plus jeune en même temps. Vieille parce que j'avais trop donné. Jeune parce qu'il me restait enfin quelque chose à reprendre. J'ai mis de l'eau à chauffer pour mon café sans allumer la radio comme d'habitude. Je voulais le silence, j'en avais besoin pour me tenir droite. Je me suis assise à la table, devant la pile de relevés bancaires que je n'avais jamais vraiment osé regarder. Je les avais toujours rangés trop vite, comme si la honte s'accrochait aux chiffres. Mais ce matin-là, je les ai ouverts un par un, sans détourner les yeux. Et là, la vérité m'a frappée en plein visage. Des achats en ligne que je ne connaissais pas, des commandes de repas livrés le soir, des vêtements pour enfants que je ne reconnaissais même pas, des retraits à des horaires où je dormais déjà. Je me suis surprise à rire, un rire sec, presque douloureux. Je me disais depuis longtemps que c'était un peu, de temps en temps, nécessaire pour les aider. Quelle naïveté! J'aurais préféré qu'ils prennent dans mon sac. Au moins, ce serait honnête. Là, c'était une autre forme de vol. Un vol enveloppé d'amour, de confiance, de mots doux du type «Mamie, tu es un ange». J'ai bu une gorgée de café et mes mains ont cessé de trembler. Je savais ce que je devais faire,
Je suis allée chercher la carte secondaire dans le tiroir où je la rangeais toujours. Une carte que je n'utilisais jamais moi-même. Une carte que je leur avais confiée en attendant. Une carte qu'ils avaient utilisée comme une extension de leur propre vie. Je l'ai posée devant moi, bien à plat, comme si je voulais lui parler avant de la laisser partir. Et puis, j'ai pris mon téléphone. Le serveur vocal de ma banque parlait vite, trop vite pour des oreilles de 76 ans. Mais je suis restée patiente. Quand enfin j'ai eu une personne réelle au bout du fil, une jeune femme avec une voix douce, j'ai senti un calme ancien m'envahir. Bonjour madame, en quoi puis-je vous aider? J'aimerais désactiver une carte, définitivement. Il y a eu un silence, juste une seconde, mais assez pour que je comprenne que cette phrase n'était pas quelque chose qu'on prononçait tous les jours. Bien sûr, la raison, je n'ai pas menti, parce que j'ai été trop bonne trop longtemps. Je ne sais pas si elle a compris, mais elle n'a rien demandé de plus. Quelques minutes plus tard, la carte était bloquée. La coupure fut nette, presque chirurgicale. Pas un geste de colère, un geste d'une précision absolue. Quand j'ai raccroché, j'ai senti un frisson dans mon dos. Ce n'était pas la peur, c'était la sensation que ma colonne vertébrale venait de se redresser d'un centimètre. J'ai posé la carte inutilisable sur la table et je l'ai regardée comme on regarde une bague qu'on retire après un deuil, avec un mélange de tristesse, de soulagement et d'une liberté qui fait presque mal. Je savais que le téléphone n'allait pas tarder à sonner. Peut-être pas dans l'heure, mais avant la soirée, c'était certain. Amandine ne laissait jamais passer un retrait sans vérifier. Elle gérait ses dépenses comme un funambule qui avance sur une corde tendue, mais avec mes filets en dessous. Et ce matin-là, les filets avaient disparu. Je suis restée dans ma cuisine un long moment, immobile. J'écoutais les bruits du voisinage, un chien qui aboyait, la vieille Madame Perrier qui ouvrait ses volets, le bus qui passait au coin de la rue. Tout semblait soudain plus réel, comme si je revenais dans ma propre vie après en avoir été spectatrice trop longtemps. Puis quelque chose s'est produit, un sentiment inattendu, presque honteux, une joie discrète, une petite étincelle de fierté, un murmure intérieur. Tu existes encore, Élise. Vers 11 heures, mon téléphone a vibré. Pas un appel, un message. C'est Amandine. Dis-moi, mamie, tu as fait quelque chose avec la carte? On a un problème pour payer. Je suis restée immobile, le téléphone dans la main. Le premier domino venait de tomber. J'ai posé l'appareil, sans répondre. Pas encore, je n'étais pas prête, pas tout de suite. Je voulais savourer ce moment où, pour la première fois depuis des années, c'était eux qui attendaient une réponse de moi, et non l'inverse. Ce matin-là, je n'ai rien dit, mais en silence, j'ai fait mes premiers pas vers quelque chose que j'avais trop longtemps oublié, ma dignité. Le premier message d'Amandine n'avait pas encore fini de vibrer sur la table que j'en savais déjà le ton du suivant. Je connais ma petite fille comme on connaît une porte qui grince toujours au même endroit. Elle commence doucement, avec ce mamie sucré qui ressemble à une caresse mais qui, à y écouter de plus près, n'est qu'une demande déguisée. Puis vient la crispation, puis la panique, puis la colère, toujours dans cet ordre-là. Je n'avais pas répondu. Je n'en avais pas la force ou peut-être pas l'envie. J'avais passé la matinée à remettre de l'ordre dans mes placards, comme si ranger des objets pouvait me ramener à ma propre place. Je vidais, triais, repliais, lentement. Des gestes simples, mais qui me donnaient anti l'impression de respirer à nouveau. On ne se rend pas compte à quel point la servitude prend de la place dans une maison et dans une poitrine, jusqu'au jour où elle s'en va. À midi passé, le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, la douceur avait disparu. Mamie, la carte ne marche plus du tout. Tu as dû te tromper dans quelque chose. On n'arrive pas à payer le drive. Tu peux regarder? Tu peux regarder? Cette façon de m'adresser des demandes comme si j'étais leur assistance technique. Je suis restée immobile quelques secondes, les yeux posés sur l'écran, le souffle court. Puis j'ai rangé mon téléphone dans ma poche et je suis sortie arroser mes géraniums. Oui, en plein décembre, il n'en avait si pas besoin, mais moi si. Ce n'est qu'à 14 heures que l'appel est arrivé. Amandine, je n'ai pas décroché, je me suis servi un thé. Le téléphone a sonné à nouveau. J'ai soufflé sur ma tasse. Puis le silence est revenu. Un silence dense, presque chaud. Mais il n'a pas duré. Thomas, lui, n'utilise jamais de douceur inutile. Il va droit au but. À 16 heures, c'était son numéro qui s'affichait. Je savais que si je répondais, je devrais tenir. Tenir mes mots, tenir ma voix, tenir cette petite miette de courage que j'avais enfin trouvée.
J'ai hésité, j'ai serré ma tasse. Puis, j'ai laissé sonner jusqu'à la fin. Une minute plus tard, un message vocal. J'ai pris une grande inspiration avant de l'écouter. Élise, c'est Thomas. Écoute, on a un souci. La carte ne passe plus du tout. On a peut-être un truc à régler ensemble. C'est sûrement rien, mais enfin, rappelle-nous, c'est urgent. Urgent. Avec eux tout l'été quand ça touchait à leur confort. Je me suis assise dans mon vieux fauteuil bleu, celui qui grince quand je m'y installe mais qui soutient mon dos mieux que n'importe quelle parole d'eux ces dernières années. J'ai laissé ma tête tomber contre le dossier. Puis j'ai appuyé sur rappeler. Amandine répondit aussitôt, comme si elle tenait le téléphone en embuscade. Mamie, ah merci, on ne comprend pas la carte. Oui, Amandine, je l'ai désactivée. Silence, un long silence où j'ai presque entendu sa respiration s'arrêter. Comment ça désactiver? Bloqué, coupé, je ne sais pas quel mot tu préfères. Elle ne sera plus utilisée. J'ai senti la colère venir d'un seul coup, comme une porte qui claque. Mais, mais enfin, mamie, on compte dessus. Tu pouvais pas nous prévenir? On est au magasin, là. On a le petit, on... C'est quoi cette façon de faire? Je ne sais pas d'où m'est venue la force de parler aussi calmement. Amandine, je n'avais plus les moyens, et je n'avais plus envie. Elle a soufflé très fort dans le téléphone. Une façon de dire tu exagères. Thomas a murmuré quelque chose derrière elle, probablement pas tendre, et elle l'a fait taire d'un geste que j'ai presque entendu. Tu pouvais nous en parler. On n'a jamais abusé, mamie. On a juste besoin de toi, tu le sais bien. C'est là que quelque chose s'est allumé en moi. Une petite vérité qu'on retient trop longtemps. Non, Amandine, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de mon argent. Ce n'est pas pareil. Elle n'a rien répondu. Peut-être parce que, pour la première fois, je venais de nommer la chose à voix haute. Je n'étais plus le portefeuille silencieux. J'étais sa grand-mère, une femme, quelqu'un. Écoute, dit-elle finalement, la voix tremblante. On en reparlera ce soir. Passe à la maison, d'accord? On réglera ça calmement. Calmement. Ce mot, dans sa bouche, sonnait comme une menace. Non, Amandine, pas ce soir, pas pour l'instant. Je veux réfléchir, et je veux être tranquille. Elle a presque crié. Tranquille? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On fait comment? J'ai fermé les yeux et j'ai dit. Comme tout le monde, ma chérie. Vous vous débrouillez. J'ai raccroché avant qu'elle ne réponde. Et dans le silence qui a suivi, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps un espace se rouvrir dans ma poitrine, un espace à moi. Eux allaient paniquer. Moi, j'allais respirer. Je crois que ce fut la première fin d'après-midi depuis des années où je n'ai rien fait pour eux. Rien. Pas un message, pas un aller-retour en bus, pas une course en passant, Norst en passant, pas un geste d'urgence pour sauver leur confort. Je suis restée assise dans mon fauteuil bleu, les mains posées sur mes genoux, et j'ai regardé la lumière du jour glisser lentement sur le tapis. C'était étrange, presque dérangeant, comme si j'entendais enfin ma propre respiration. Mais plus la maison se remplissait de silence, plus les souvenirs venaient me taper à la porte. Pas ceux qu'on chérit, ceux qu'on cache, ceux qu'on excuse jusqu'au ridicule. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la cuisine. J'ai ouvert le placard, pris un verre, puis je l'ai reposé. Je n'avais même pas soif. C'était un geste pour occuper mes mains, comme je l'ai toujours fait quand quelque chose se bouscule en moi, et quelque chose, justement, ne cessait de remonter. Des petites scènes, minuscules, tordues sur le moment, mais que je n'avais jamais voulu regarder en face. Je me souvenais de cette fois où j'étais venue garder le petit un soir d'hiver. J'avais apporté une soupe que j'avais laissée mijoter tout l'après-midi. Amandine m'avait accueillie avec un sourire pressé. Oh, tu as cuisiné? C'est gentil, mamie. On la mangera demain. Là, on a commandé indien. Je me rappelle avoir ri comme si c'était drôle. Je leur avais laissé ma soupe et ils s'étaient installés devant leur plat parfumé pendant que j'allais coucher le petit. Je les avais entendus parler de vacances en Espagne. Des vacances réglées, je l'ai su plus tard avec une partie du découvert que j'avais comblé. Je revoyais aussi Thomas un dimanche matin, affalé sur le canapé, la télé à fond. Honnêtement, Élise, si tu pouvais juste ranger un peu la cuisine, on n'a pas eu le temps. Le juste m'avait frappé, comme si ma seule fonction était d'arrondir leurs angles, d'effacer leurs traces. Et ces anniversaires où l'on me remerciait d'un c'est trop, embarrassé, mais où personne ne me demandait comment moi, je vivais mes fins de mois. Et ces messages envoyés tard le soir, tu pourrais nous avancer 40 € pour demain matin? Toujours demain matin, toujours urgent.
toujours indispensable pour eux. Je m'appuyais contre le comptoir. Les souvenirs arrivaient comme une pluie fine mais froide. Et en même temps, une idée nouvelle grandissait derrière tout ça. Je n'avais pas été victime d'un accident, mais d'une longue habitude. Une habitude lente, construite en silence, alimentée par ma peur d'être inutile. On ne devient pas trop bonne d'un coup. On le devient par petites concessions, par petites phrases qu'on laisse passer, par fatigue, par amour mal placé. Je crois que le moment qui m'a le plus frappée a été ce dimanche où je suis sortie du bus en boitant un peu plus que d'habitude. Amandine m'avait dit: «Oh, mamie, tu devrais faire plus d'efforts, on ne peut pas toujours se plier à ton rythme.» J'avais voulu lui répondre. Je n'avais rien dit, la honte m'en avait empêchée. Et puis, il y avait ce jour où ils avaient utilisé ma carte pour acheter une poussette dernier cri, presque 3 fois plus chère que celle que j'avais proposée. «C'est mieux pour le petit», avait-il dit. Oui, pour le petit, mais jamais pour moi. Je suis retournée dans le salon. Mon fauteuil bleu me semblait soudain un refuge. Je m'y suis laissée tomber. Et là, une phrase a traversé mon esprit, nette comme une cloche. Ils n'ont pas seulement pris mon argent, ils ont pris ma place. Ils m'ont traitée comme un service, pas comme une femme, comme une garantie, pas comme une présence. Et j'ai accepté, année après année, par cette peur muette qui habite tant d'entre nous, la peur de déranger, la peur d'être seule, la peur de ne plus être nécessaire. Je ne me suis pas mise à pleurer. Non, j'ai senti autre chose. Une colère très ancienne, mais très calme. Une colère qui ne secoue pas, qui construit. Une colère qui dit: «Maintenant, ça suffit.» Le téléphone vibra à nouveau. Je n'ai même pas regardé l'écran. Je savais que ce n'était pas un message d'amour. Je savais que ce n'était pas une question sur ma santé. Je savais que ce n'était pas une invitation à dîner. C'était forcément un besoin. Toujours un besoin. Je me suis levée, j'ai éteint la lumière du salon, j'ai fermé les volets. Et dans la pénombre, j'ai pensé: demain, je vais commencer à remettre les choses à leur place. Pas chez eux, chez moi, en moi. Ce soir-là, j'ai dormi d'un sommeil lourd, presque profond. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus en train de m'effacer. Le lendemain, j'ai été réveillée non pas par la lumière du jour, mais par un coup de sonnette, sec, impatient, presque agressif. Je me suis redressée dans mon lit comme si on venait d'ouvrir une fenêtre sur un courant d'air glacé. Il était à peine 9 heures. À cet horaire-là, seules 3 personnes pouvaient sonner chez moi: le facteur, Madame Perrier ou Amandine. Je n'ai pas eu à deviner longtemps. «Mamie, ouvre s'il te plaît.» Sa voix traversait la porte, déjà trop haute, trop rapide. Pas un bonjour, pas un «Tu vas bien?», juste cette urgence qu'il porte comme d'autres portent un parfum, en emplissant tout. J'ai fermé mon peignoir, inspiré profondément, et j'ai ouvert. Amandine se tenait là, les cheveux attachés en un chignon, qui se voulait négligé mais qui trahissait l'énervement. Elle avait le petit dans les bras, un détail que je n'ai pas manqué de remarquer. Quand elle voulait obtenir quelque chose, elle venait rarement seule. «On peut entrer?» Ce n'était pas une question. Elle est dépassée devant moi avant que je réponde. Le petit m'a souri innocent, et ça m'a fait un pincement au cœur. Il n'y était pour rien, cet enfant. Je refermai doucement la porte. Dans le salon, Amandine posa le petit au sol, lui tendit un jouet qu'elle avait sorti de mon propre panier, puis elle se tourna vers moi, les bras croisés, la voix coupante. «Bon, on peut en parler?» Je me suis assise dans mon fauteuil bleu, pas par faiblesse, mais parce que c'est moi qui décidais où je m'installais. Elle resta debout, sa position favorite pour faire pression. «Parler de quoi, Amandine?» «Tu le sais très bien, de la carte, de ce que t'as fait.» Je remarquais ce «t'as fait», comme si j'avais commis un acte interdit, comme si j'avais saboté leur vie, comme si ma propre autonomie leur appartenait. J'ai simplement arrêté quelque chose qui ne me convenait plus. «Mais ça ne se fait pas comme ça, mamie.» «Comme ça, comment?» Elle s'est approchée, trop près. «Tu pouvais nous prévenir. On était au magasin hier. On avait besoin de payer. Le petit avait besoin de couches.» J'ai baissé les yeux vers mon petit-fils, qui justement jouait avec un camion reçu à Noël. Et j'ai senti la vérité se lever en moi, tranquille mais solide. «Amandine, je t'ai acheté des couches la semaine dernière, et les courses de lundi, et celles du jeudi d'avant.» Elle a rougi. «Oui, mais ce n'est pas la question. On compte sur toi.» Je me suis redressée lentement. «Voilà justement le problème. Vous comptez sur moi, tout le temps, pour tout.
Et je n'ai jamais dit que j'en avais la force. Elle a ouvert la bouche, mais je l'ai devancée. Je n'avais jamais fait ça. Jamais. Amandine, tu me demandes plus que ce qu'une petite fille devrait demander. Tu prends plus que ce que je devrais donner. Et tu ne vois même plus que ça me coûte. Elle laissait rester bouche ouverte, figée. Puis les larmes sont apparues comme sur commande. Trop vite, trop rondes. Des larmes qui n'étaient pas de tristesse mais de pression. Amandine savait pleurer comme d'autres savent nous coudre, avec précision. Tu veux nous punir? C'est ça. Mamie, on a des difficultés. Tu sais très bien comment on vit. Tu sais qu'on n'a pas ton confort. Et là, tu tu nous laisses on me laisse tomber? Je l'ai laissé parler, déballer, accumuler, mélanger chantage, émotion, reproche, culpabilité. Chaque mot tombait comme une pierre trop lourde pour sa bouche. Puis elle a lancé la phrase qu'elle utilise quand elle veut me plier. Je croyais que tu nous aimais. Ah, voilà, le couteau préféré de ceux qui prennent. Je n'ai pas haussé la voix, je n'en avais pas besoin. Je t'aime, Amandine. Mais aimer ne veut pas dire disparaître pour les autres. Elle s'est figée. Je crois que c'était la première fois qu'elle entendait cette phrase. Je veux juste que tu sois là pour nous. Je suis là, mais je ne serai plus votre banque, ni votre solution, ni votre excuse. Elle a fait un pas en arrière, ses larmes ont cessé net. Je ne comprends pas pourquoi tu deviens comme ça, c'est-à-dire autonome, respectable, vivante. Elle a ramassé son sac, attrapé le petit un peu trop vite. Thomas va être furieux. Je n'ai pas répondu. Elle cherchait une réaction. Je lui ai offert du calme. Au moment de sortir, elle s'est retournée, la voix plus sèche. On repassera. Faut qu'on parle sérieusement. Tu peux pas décider seule. Je me suis avancée vers la porte. Je l'ai ouverte. Si, Amandine, je peux. C'est ma vie. C'est mon argent. Et c'est ma maison. Elle est sortie sans répondre. Son parfum a flotté quelques secondes dans mon entrée. Puis l'air est redevenu clair. Quand j'ai refermé la porte, quelque chose a bougé en moi. Pas un tremblement, pas une victoire, juste une certitude simple et stable. Cette fois, je ne reculerai plus. Après le départ d'Amandine, ma maison est retombée dans un silence qui n'avait rien d'inquiétant. C'était un silence propre, comme après un grand nettoyage. Je me suis assise dans mon fauteuil bleu, j'ai laissé ma main glisser sur l'accoudoir et j'ai senti quelque chose d'inédit. La solidité. Pas la force violente, non, la solidité douce, celle qui vient quand on cesse de se trahir soi-même. Mais cette solidité-là devait rencontrer quelque chose de plus concret. Je l'avais compris en voyant les yeux d'Amandine ce matin. Il n'allait pas lâcher, pas facilement, pas volontiers, pas tant qu'il croirait que je pouvais être retournée, attendrie, pliée. Il me fallait un regard extérieur, un regard qui ne tremblerait pas à l'idée d'être lucide, un regard qui poserait des mots nets sur ce que moi, par amour, j'avais laissé s'embrouiller. Il me fallait un notaire. Je n'avais pas l'habitude de ce genre de démarche. Dans ma vie, j'ai toujours préféré régler les choses avec douceur, avec écoute, avec patience. Mais la douceur n'a jamais empêché personne de se faire marcher dessus. Et la patience, cela fait longtemps que certains s'en servent comme d'un tapis. J'ai attrapé mon vieux carnet d'adresses, celui que je garde dans le tiroir de la commode, avec les numéros écrits à la main. Les noms des voisins, des médecins, de personnes décédées depuis des années. C'était un petit cimetière de contacts. Mais, au milieu, il y avait son nom, Maître Lernault, un homme discret dans la soixantaine, que j'avais rencontré il y a longtemps quand j'avais dû régler la succession de mes parents. Il avait été correct, posé, sans jamais me parler comme à une idiote. J'avais apprécié cela à l'époque où tant de professionnels parlaient aux veuves comme à des enfants. J'ai composé son numéro. La voix de sa secrétaire m'a répondu claire, professionnelle. Étude de Maître Lernault, bonjour. Bonjour, ici Élise Martin. J'aurais besoin d'un rendez-vous, si possible assez rapidement. C'est important. Il y eut un léger flottement dans sa voix, comme si elle cherchait à évaluer l'urgence. Vous êtes disponible cet après-midi, Madame Martin? Maître Lernault aurait un créneau à 15 heures. Oui, je viendrai, merci beaucoup. En raccrochant, j'ai senti mon cœur battre un peu plus vite. Pas de peur, de gravité. Je me suis préparée lentement. Une robe propre, mon manteau gris, mes chaussures noires, même si la semelle me fait parfois un peu mal. Je me suis coiffée devant le miroir de l'entrée et pendant un instant, je me suis regardée comme on regarde quelqu'un qu'on avait oublié. Une femme, pas un service, pas une carte bancaire ambulante,
Une femme. J'ai pris le bus de 13h47. Le trajet m'a paru plus court que d'habitude. À chaque arrêt, je pensais à ce que j'allais dire, à ce que j'allais devoir entendre. Je savais que tout ne serait pas agréable. L'étude du notaire sentait le bois ciré et le papier ancien. Une odeur de sérieux, d'équilibre. La secrétaire m'a saluée avec un sourire doux. Maître Lernault va vous recevoir, Madame Martin. Vous pouvez entrer. Je suis entrée, il s'est levé en me voyant, m'a serré la main avec chaleur. Madame Martin, quel plaisir de vous revoir. Que puis-je faire pour vous? Je me suis assise. J'ai ouvert mon sac, sorti les relevés bancaires, la carte désactivée, quelques notes griffonnées ce matin même, une petite montagne d'années mal vécues. Maître, je crois que j'ai été trop généreuse et que certains ont profité de moi. J'aurais besoin de remettre de l'ordre et de savoir où j'en suis réellement. Il n'a pas souri. Il n'a pas froncé les sourcils. Il a hoché la tête, lentement. Dites-moi tout. Et j'ai parlé, j'ai tout raconté. Les aides régulières, les courses, les retraits, la carte bancaire, les achats. Je lui ai décrit les scènes, les paroles, les attitudes. Je lui ai avoué ce que je n'avais jamais dit à personne, que j'avais parfois peur d'arrêter, peur d'être seule, peur d'être jugée comme égoïste. Il m'a écouté sans m'interrompre, les doigts croisés devant lui. Puis, il a poussé doucement les papiers et il a murmuré: Madame Martin, vous n'êtes pas en tort. Vous êtes en retard sur votre propre protection. J'ai senti une chaleur monter à mes yeux, mais je n'ai pas pleuré. Je voudrais savoir ce que je dois faire pour que cela cesse et pour ne plus être vulnérable. Il a pris un stylo, a noté quelques points, puis il a dit: Première chose, coupez tout accès à vos moyens de paiement, ce que vous avez déjà fait. Deuxième chose, vérifiez si aucune procuration, aucun document n'a été signé sans pleine compréhension. Troisième chose, établir, si vous le souhaitez, une déclaration écrite indiquant que toute aide financière future sera suspendue. Et quatrième chose, vous rappelez que vous avez le droit, Madame Martin, de vivre pour vous-même. Ce n'est pas un crime. J'ai fermé les yeux un instant. Mon Dieu, que ces mots étaient d'un simple, et pourtant ils m'ont frappé comme une vérité nouvelle. Il a ajouté: Je peux vous aider à tout organiser, vous n'êtes pas seul. Ces 4 mots-là ont été comme une main posée sur mon épaule. Quand je suis sortie de l'étude, la lumière du jour avait cette qualité rare. Elle semblait m'éclairer de l'intérieur. Je marchais un peu plus droite. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. On ne se défend pas contre sa famille. On se défend contre l'abus. Et l'abus peut prendre le visage de ceux qu'on aime. Je suis rentrée chez moi avec le dossier serré contre ma poitrine comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Le bus cahotait doucement, les lumières de la ville défilèrent par la fenêtre, et moi, je sentais quelque chose se déplacer en moi. Pas de la joie, pas encore, mais une forme de clarté, comme si j'avais enfin ouvert une porte restée coincée pendant des années. À la maison, j'ai posé mon manteau, je me suis fait un thé, puis je me suis assise à la table avec mes papiers. Le silence était dense, presque solennel. J'ai ouvert mon carnet, sorti mon stylo, et j'ai commencé ce que maître Lernault m'avait conseillé, faire les comptes, les vrais, ceux que je n'avais jamais voulu regarder en face. Je n'ai pas commencé par les chiffres, j'ai commencé par respirer. Puis j'ai aligné les relevés bancaires devant moi, année après année, mois après mois. J'ai sorti une feuille blanche, j'ai écrit «Aide à Amandine Thomas» en haut, d'une écriture lente, appliquée. Puis j'ai noté les 200 € du mois où Thomas avait perdu sa carte, les 150 € pour les vêtements du petit, les 60 € pour leur soirée d'anniversaire, payée par erreur avec ma carte, erreur qu'il n'avait pas jugé nécessaire de mentionner, les 300 € pour remplacer leur frigo, soi-disant en panne, alors que 2 semaines plus tard, j'avais vu sur Internet qu'il était flambant neuf, livré directement chez eux, les 40 € ici, les 20 là, les 80 pour un dépannage express, les courses hebdomadaires, jamais remboursées, jamais même évoquées. Et puis, le plus gros morceau, les retraits réguliers. Toujours la même machine, toujours les mêmes montants. Pas un accident, un système. Je notais, je totalisais, je me relisais pour être sûre. Et plus j'avançais, plus mes mains devenaient froides. Au bout d'une heure, j'ai posé le stylo. Devant moi, il y avait une somme. Une somme qui m'a coupé le souffle.
Une somme qui m'aurait permis de refaire toute ma cuisine, de prendre quelques vacances, de réparer la toiture qui fuit un peu l'hiver, une somme que je n'avais jamais pensé voir alignée sur un papier. 4 ans. 4 ans de dons, d'achats, de transferts, de petits coups de main. Je n'ai pas bougé pendant de longues minutes. J'ai regardé les chiffres comme si ce n'étaient pas les miens, comme si quelqu'un d'autre avait vécu à ma place, puis j'ai senti quelque chose me serrer la poitrine. Une douleur fine, mais profonde. Pas pour l'argent, non, pour le mensonge silencieux que j'avais accepté. J'avais été une femme qui voulait tellement aider qu'elle avait cessé d'exister pour elle-même. J'ai fermé les yeux, et là, sans prévenir, les souvenirs ont recommencé à défiler. Amandine, le jour où elle avait dit devant ses amis: heureusement que mamie est là, sinon on serait ruinés. Elles avaient ri, moi aussi bêtement, mais ce soir-là, leur rire s'était imprimé en moi comme une tache. Thomas, un soir de janvier, glissant d'une voix nonchalante: honnêtement, Élise, quand on aura une meilleure situation, on s'occupera de toi. Là, c'est juste un mauvais moment. Un mauvais moment de 4 ans ponctués de dîners au restaurant, de vacances improvisées, de chaussures de marque. Et puis cette scène, presque anodine, Amandine prenant ma carte dans mon sac, avec ce geste trop naturel, trop habitué, comme si elle prenait un sucre dans une boîte commune. C'est juste pour 2 minutes, mamie, t'inquiète pas. Mais c'était toujours moi qui m'inquiétais. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à ma fenêtre. La rue était calme, éclairée par un lampadaire qui tremblotait légèrement. J'ai posé ma main sur le rebord froid. Je n'étais pas fâchée. La colère, c'est ce qu'on ressent quand on s'attend encore à quelque chose. Moi, je n'attendais plus rien. Ce qui restait, c'était une lucidité posée, presque grave. J'avais été exploitée, pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils ne savaient pas faire autrement, parce que j'avais laissé la place, parce que j'avais eu peur, peut-être surtout parce que j'avais confondu affection et dévotion. Quand je suis retournée à la table, j'ai rassemblé tous les papiers, je les ai glissés dans une pochette que j'ai posée bien en évidence, comme un rappel de la vérité. Je ne savais pas encore comment ils allaient réagir, je savais seulement ceci: je n'allais plus payer pour leur vie, ni avec mon argent, ni avec ma tranquillité, ni avec ma dignité. Et c'est ce soir-là, en éteignant la lumière, que j'ai compris: ce que j'avais commencé était irréversible, et j'étais prête. Le lendemain matin, j'ai ouvert les volets et j'ai su, sans même vérifier mon téléphone, que quelque chose allait arriver. Ce genre de certitude ne s'explique pas, c'est une intuition de vieille femme, forgée par des années à observer les gestes, à écouter les silences, à sentir les vibrations dans l'air. Amandine allait venir, et cette fois, elle ne viendrait pas pour discuter. Elle viendrait pour reprendre le contrôle. J'ai pris mon petit déjeuner lentement, presque cérémoniellement. Une tartine, un café noir, une pomme. Je voulais être solide, je voulais que mon corps comprenne que je comptais sur lui, que ce n'était pas une journée comme les autres. À 10 heures pile, la sonnette a retenti. Pas un coup impatient comme la dernière fois. Non, un coup net, assuré, celui qui dit: j'entre et je vais décider. J'ai ouvert la porte. Amandine était seule, sans le petit, sans Poussette, sans jouet, seulement elle, et cette dureté dans le regard que je ne lui avais vu qu'une seule fois, le jour où elle avait été renvoyée de son premier travail. Elle entra sans attendre mon invitation. Je refermai la porte derrière elle. Dans le salon, elle s'arrêta et se tourna vers moi. Elle m'observa longuement, comme si elle devait d'abord prendre la mesure de ce que j'étais devenue. Puis elle lâcha, d'une voix trop calme pour être sincère: bon, on va mettre les choses à plat. Je me suis assise dans mon fauteuil bleu, celui qui m'avait accompagnée dans tous mes courages. Elle resta debout, bras croisés, comme si la hauteur la protégeait. Tu nous mets dans une situation horrible, mamie, horrible. Tu te rends compte que tout ce qu'on avait prévu pour ce mois tombe à l'eau? Les courses, la crèche, l'essence, tout. Tu ne pouvais pas choisir un pire moment. Je l'écoutais, je la regardais. Et quelque part au fond de moi, j'entendais enfin ce que je n'avais jamais voulu entendre. Elle parlait comme une personne à qui l'on coupe un privilège, pas comme une petite fille qui parle à sa grand-mère. Je n'ai pas choisi un moment, Amandine. J'ai choisi moi. Elle eut un petit rire nerveux. Toi, 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 mais tu ne t'es jamais posé la question de ce qu'on traverse, nous? Tu n'imagines pas la pression qu'on a. On fait ce qu'on peut. Et toi, tu nous mets des bâtons dans les roues. Je respirai profondément. J'ai vu tes relevés, Amandine. Tes sorties, tes achats, tes week-ends.
Votre pression n'est pas faite que de besoins, elle est aussi faite de confort, et ce confort-là, ce n'est pas à moi de le financer. Elle a blêmi. Tu as fouillé dans ma vie? C'était ironique, très ironique. Non, j'ai regardé ce qui se passait dans la mienne. Son visage, à ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Un mélange de surprise, de colère et d'un sentiment plus amer encore. La découverte que je n'étais plus celle qu'on pouvait manipuler d'un claquement de doigts. D'accord, dit-elle enfin. Très bien, tu veux jouer à ça? Parlons franchement. Thomas pense que tu as fait ça pour nous punir. Tu nous mets en difficulté volontairement? Tu veux nous apprendre une leçon? Je n'ai pas cligné des yeux. Je veux que tu comprennes que je ne peux plus vivre en m'endettant pour vous, que je ne peux plus être la solution permanente, que vous êtes adulte, et que moi aussi je compte. Elle a serré les poings. Ses joues se sont rouges. Puis, elle s'est laissée tomber sur ma chaise en face, comme si ses jambes venaient de lâcher. Tu me fais passer pour une mauvaise personne, mamie. Sa voix tremblait. Je sentais les larmes venir, les mêmes que d'habitude, celles qui avaient toujours suffi à m'attendrir. Mais cette fois, quelque chose en moi s'est tenu droit. Non, Amandine, tu te comportes comme quelqu'un qui a oublié que j'étais une personne. Voilà tout. Elle a relevé la tête. Ses yeux lancèrent des éclairs. Et tu crois que couper tout du jour au lendemain, c'est normal? Tu crois que c'est juste? Tu crois que ça se fait entre une grand-mère et sa petite-fille? Je me suis penchée légèrement. Et toi, Amandine? Tu crois que ce que tu m'as demandé ces 4 dernières années était juste? Que c'était normal pour toi, mais pas pour moi, de perdre pied financièrement? Tu crois que ta responsabilité commence sous? Elle ne répondit pas. Alors j'ai dit calmement: ce que je fais n'est pas contre toi, c'est pour moi. Puis avant qu'elle n'ouvre la bouche, j'ai ajouté: et pour être honnête, je crois que c'est aussi pour toi, parce que tant que je t'entretenais, tu ne construisais rien, tu survivais, tu vivais à travers moi. Et ça, ce n'est pas une vie, pas pour toi, pas pour moi. Elle s'est levée brusquement. Tu ne sais rien de ma vie, rien. Je n'ai pas bougé, je ne tremblais pas. Peut-être, mais je sais ce que la mienne devient quand j'arrête de me mentir. Elle attrapa son sac. Sa respiration était rapide. Elle était vexée, blessée, perdue. On va en reparler, dit-elle. Thomas veut te voir aussi. Je hochai simplement la tête. Quand vous voudrez, mais je ne reviendrai pas en arrière. Elle partit sans un geste, sans un regard pour moi. La porte claqua derrière elle, violemment. Le silence revint. Mais ce n'était plus le silence d'avant. C'était un silence plein, un silence où, enfin, quelque chose de moi venait de se réveiller. Je savais que Thomas finirait par venir. Les hommes comme lui n'aiment pas rester dans l'ombre quand quelque chose leur échappe. Ils se taisent tant que tout roule à leur avantage. Mais dès que le sol bouge sous leurs pieds, ils sortent du bois avec cette assurance un peu trop polie, un peu trop stratégique. Alors, quand la sonnette a retenti à 19h22, je n'ai pas sursauté. Je me suis juste levée calmement. En regardant par le Judas, je n'ai vu que son visage. Pas le petit, pas Amandine, juste Thomas, les mains dans les poches de son blouson, l'air faussement détendu, comme s'il venait discuter de la météo. J'ai ouvert. Bonsoir, Élise. On peut parler? Il utilisait mon prénom, pas mamie, pas madame, un prénom posé comme une invitation ou un avertissement. Je me suis reculée pour le laisser entrer, mais j'ai gardé une certaine distance. Il entra dans le salon, regarda autour de lui, comme s'il découvrait la pièce pour la première fois. Il s'assit sur la chaise en face de mon fauteuil bleu et croisa les jambes. Toujours cette posture, mi-relaxée, mi-stratégique. Amandine est très secouée. Je n'ai pas répondu. Je n'allais pas lui tendre de perche. Elle dit que tu as coupé la carte sans prévenir et qu'on se retrouve dans une situation compliquée. Tu comprends ce que ça implique pour nous? Sa voix était douce, posée, presque professionnelle. On aurait dit quelqu'un qui négociait un contrat. Je comprends ce que ça impliquait pour moi, Thomas. Pendant 4 ans. Il pinça les lèvres une seconde. Pas de colère, juste une évaluation. Écoute, on est en train d'essayer de s'en sortir. Tu sais comment est Amandine, elle se stresse vite, et si tu changes tout si brusquement, ça la met dans un état impossible. Elle ne dort plus, tu sais. Je souris intérieurement. Amandine avait dormi très bien toutes ces années en utilisant mon compte. Thomas, ce que tu appelles changer brusquement, c'est simplement reprendre ce qui m'appartient. Il hocha la tête lentement, comme quelqu'un qui accepte le point de vue d'un enfant pour mieux le contredire ensuite. Je comprends, vraiment. Mais tu sais, Élise, ce n'est pas seulement une question d'argent,
C'est une question de famille. On pensait qu'on pouvait compter sur toi encore un peu, juste le temps qu'on se stabilise. Je l'ai regardé droit dans les yeux. 4 ans, Thomas. 4 ans à payer vos courses, vos retraits, vos achats. J'ai les chiffres maintenant. Je sais exactement ce que j'ai donné. Et ce n'était pas encore un peu. C'était ma vie entière que vous preniez pour amortir la vôtre. Il haussa légèrement les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce ton-là. Il ne s'attendait pas à ce que je sache. Il ne s'attendait pas à ce que je tienne. Il posa ses coudes sur ses genoux, se pencha vers moi, sa voix devint plus basse. Je vais être franc avec toi. Si tu ne reviens pas sur ta décision, ça va nous mettre dans une situation très compliquée. Et Amandine ne le supportera pas. Ah, voilà enfin le chantage affectif nu, sans fioriture, sans larmes, sans excuses, juste la vérité brute de leur dépendance. Je restai immobile, les mains posées sur mes genoux. Ce n'est pas à moi de supporter la vie à votre place. Il inspira longuement, comme s'il encaissait un coup qu'il n'avait pas prévu. Tu sais, reprit-il, si tu veux, on peut limiter un peu. Faire différemment. On n'utilisera la carte que pour les dépenses essentielles. Promis. Cette fois, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pas méchamment, pas ironiquement. Un sourire triste, un sourire vieux. Un sourire qui disait: j'ai trop vécu pour croire à ça. Thomas, tu ne comprends pas. Je n'ai plus de carte secondaire. Je l'ai désactivée définitivement. Il n'y a plus rien à négocier. Il se redressa lentement. Son regard changea. Une dureté apparut, froide, silencieuse. Tu nous mets dans une sale position, Élise. Non, je me sors de la mienne. Il se leva d'un mouvement sec, attrapa sa veste, la serra dans sa main. Amandine voulait qu'on reste calme. Je pense que tu aurais dû réfléchir un peu plus. Je restais parfaitement immobile. Thomas, ça fait très longtemps que je réfléchis. Il détourna les yeux. Là, en un bref instant, j'ai vu quelque chose passer dans son regard. Non pas de la colère, non pas du mépris, mais du calcul. Une inquiétude qui n'était pas pour moi, mais pour lui-même. Il se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il lâcha: on repassera, à 3. Pour en discuter vraiment. J'hochai la tête. Quand vous voudrez, mais ce que vous appelez discuter ne changera rien. Je ne suis plus votre solution. Il resta un instant figé, puis il partit sans un mot. Quand la porte se referma, j'ai senti mes jambes trembler. Pas de peur, de soulagement. J'avais tenu. Face à lui, face à eux, face à mon ancienne vie, et je savais que la prochaine visite serait la plus difficile, parce que ce seraient eux deux, ensemble, et qu'ils viendraient parler non pas d'amour, mais d'intérêt. Alors j'ai respiré profondément, j'étais prête. Le lendemain, je suis sortie tôt pour aller chercher du pain. J'avais besoin de marcher, de sentir l'air froid sur mes joues, de mettre un peu d'espace entre moi et la tension qui avait envahi ma maison depuis 2 jours. Le village était calme, encore engourdi de la nuit. Le boulanger m'a salué avec son sourire habituel, celui qui ne demande rien, qui ne prend rien. J'ai pris une baguette, un croissant et je suis repartie. En passant devant la maison de ma voisine, Madame Dupré, j'ai vu son rideau bouger. Une seconde plus tard, la porte s'est ouverte. Élise, attends un instant. Je me suis arrêtée. Elle est descendue les 3 marches avec prudence, son manteau bien fermé sur sa robe de maison. Elle avait cet air embarrassé qu'ont les gens quand ils doivent te dire quelque chose qu'ils ne savent pas formuler. Tu vas bien demanda-t-elle. J'ai souri. Je vais, et toi? Elle hésita. Ses yeux tremblaient un peu. Dis, j'hésitais à te le montrer, mais je préfère que ça vienne de moi. Elle sortit son téléphone, un vieux smartphone avec une coque fendue. Elle chercha quelque chose, puis me tendit l'écran. Et là j'ai vu un message, une capture d'écran. Sur un groupe WhatsApp que je connaissais, les mamans de la crèche et mon Amandine. Son texte était clair, cruel de banalité. Je vous jure, ça devient impossible avec ma grand-mère. Elle devient radine, capricieuse. Elle nous coupe les vivres du jour au lendemain. On doit tout gérer seule maintenant. Je crois qu'elle perd un peu la tête. Perd la tête. Radine, capricieuse. 3 mots minuscules. 3 morsures. J'ai senti un froid soudain envahir ma poitrine. Un froid plus profond que celui de l'hiver. C'était un froid venu de loin, d'une humiliation qui ne venait pas de ce qu'elle faisait, mais de ce qu'elle pensait de moi, parce que c'était ça, la vérité nue. Amandine ne me voyait plus comme sa grand-mère. Elle me voyait comme un obstacle, un portefeuille qui se referme. Ah, un problème.
Je suis désolée, Élise, murmura madame Dupré. Je lui ai rendu le téléphone. Merci, tu as bien fait. Je suis rentrée chez moi sans un mot. Chaque pas était plus lourd que le précédent. La baguette dans ma main tremblait un peu. Dans l'entrée, j'ai retiré mon manteau. Je me suis appuyée contre la porte fermée. Pendant quelques secondes, je n'ai pas bougé. J'avais l'impression qu'on m'avait vidée. Pas de colère, pas encore, juste un vide. J'ai posé le pain sur la table et je me suis assise. J'ai revu la petite Amandine, 7 ans, qui courait vers moi avec ses dessins. Amandine, 10 ans, qui cachait ses mauvais bulletins en espérant que je me fâche pas. Amandine, 15 ans, qui dormait chez moi après une dispute avec sa mère. Et toutes ces années où j'ai pensé qu'elle se souvenait de moi comme d'un refuge. Mais les refuges, on les oublie vite quand ils font trop de bien. J'ai mis mes mains à plat sur la table, j'ai respiré profondément, et là, une pensée m'est venue, simple, douloureuse, mais droite. Il est temps qu'elle voie qui je suis. Pas celle qu'elle imagine, celle que je suis vraiment. J'ai pris la pochette où j'avais rangé les relevés et les notes, les preuves. Je l'ai ouverte et j'ai regardé à nouveau les chiffres, les dates, les retraits. Ce n'était plus seulement une exploitation, c'était un mépris installé, un mépris qu'elle partageait avec d'autres, un mépris public, et c'est cela qui a réveillé quelque chose en moi, quelque chose que je ne sentais plus depuis longtemps, la dignité piquée, celle qui brûle, mais calmement, celle qui fait agir, pas crier. Je me suis levée, je suis allée jusqu'au buffet, j'ai pris une feuille blanche, un stylo, et j'ai commencé à écrire un texte simple, direct, clair, une déclaration. Une mise au point. Pas pour eux, pour moi, je n'avais pas encore fini qu'on frappa à la porte. Pas une sonnette, non. 3 coups secs, je savais qui c'était. Je savais ce que cela signifiait. Thomas, Amandine, ensemble, le moment où il me faudrait me tenir droite, le moment où tout ce que j'avais compris allait devoir se dire à haute voix. Je posai mon stylo, j'allais ouvrir, et cette fois, je n'avais pas peur. Ils étaient là, tous les deux, serrés dans l'encadrement de la porte, comme s'ils ne voulaient pas me laisser le temps de respirer. Thomas avait les mâchoires tendues, Amandine, les yeux rouges. Pas de larmes récentes, non, mais d'une fatigue mêlée d'agacement, ce mélange qui naît quand on perd l'habitude d'être contrarié. Je les ai regardés un instant, sans bouger, sans parler, puis j'ai ouvert la porte en grand. Entrés, ils ont avancé ensemble, comme un bloc. Je me suis demandé si un jour ils s'étaient déjà présentés chez moi pour autre chose qu'une demande. Je n'en trouvais plus le souvenir. Amandine s'installa immédiatement sur la chaise, en face de mon fauteuil bleu, comme si c'était sa place. Thomas resta debout, les bras croisés, semelle tournée vers la sortie, prêt à partir ou à attaquer. Toujours ce même langage du corps qui ne ment jamais. Bon, commence Thomas, on va clarifier 2, 3 choses. Je me suis assise, lentement, pas pour me protéger, pour montrer que je n'avais pas l'intention de me lever pour eux. Amandine prit la parole la première, d'une voix trop douce pour ne pas être fausse. Mamie, on veut juste comprendre ce qui se passe. On voit ton message, silencieux, tu coupes tout comme ça, et on ne comprend plus ce que tu veux. Tu nous laisses sans explication. C'est dur. Dur, le mot me heurta, dur pour eux, jamais pour moi. Je l'ai fait parce que je ne pouvais plus continuer. Mais pourquoi maintenant lança Thomas. Tu aurais pu attendre. On a des choses prévues, des dépenses. Tu le sais. Je ne sais pas quel sourire m'a échappé, mais il a dû être bref, triste. Justement, Thomas, j'ai passé 4 ans à attendre que vous soyez stable, à attendre que vous preniez vos responsabilités, à attendre que le temps que je donnais devienne un tremplin pour vous. Mais ce temps-là est devenu votre confort. Et mon absence? Amandine baissa les yeux un instant, puis, comme toujours, sa voix se fit tremblante. On pensait que tu nous soutiendrais encore un peu. Un peu, ce mot qui ne voulait plus rien dire. Je pris la pochette posée sur la table, je l'ouvris, je sortis les feuilles, une à une. Leurs regards les suivaient, incrédules. Ce sont les relevés de ces 4 années. Les transferts, les retraits, les achats, les courses, les dépenses faites avec ma carte. Je les ai additionnés, j'avais besoin de comprendre. Thomas s'avança légèrement. C'est normal, non? On t'a toujours dit qu'on rembourserait quand on le pourrait. Je levai un œil vers lui. Quand on le pourra? Thomas, vous êtes parti en vacances 3 fois en 2 ans. Vous avez acheté une poussette hors de prix. Vous commandez des repas livrés 3 fois par semaine.
Vous n'êtes pas dans le besoin, vous êtes dans l'habitude. Et j'ai nourri cette habitude-là. Amandine releva la tête piquée. Tu crois que c'était facile, nous, de devoir toujours venir te demander? Tu crois que c'était agréable? Cela ne l'était ni pour toi, ni pour moi. Mais toi, Amandine, tu y as pris goût. Moi, j'y ai laissé ma dignité. Elle ouvrit la bouche, mais je la coupai. C'était la première fois que je le faisais, et ce simple geste m'a donné la sensation de respirer à nouveau. J'ai vu ton message dans le groupe de la crèche. Un silence tomba. Lourd, épais, elle pâlit. Ce n'était pas contre toi. J'étais énervée. Tu comprends? J'ai lu ce que tu as écrit. Radine, capricieuse, je perds la tête. Tu ne t'adressais pas à moi, tu parlais de moi. Thomas souffla violemment. C'est ridicule, tout le monde parle un peu comme ça. C'est pas personnel. Je le regardais avec une lenteur volontaire. C'est toujours personnel quand on parle de ceux qui vous nourrissent. Amandine mit sa main sur son front. Elle tremblait, pas de remords, non, de honte. De se voir nue, sans excuse, sans déguisement. Qu'est-ce que tu veux, mamie? Demanda-t-elle enfin. Comme si tout se ramenait à un prix, toujours un prix. Je posai mes mains sur mes genoux. Je veux que cela cesse. Je veux que tu me respectes. Je veux que tu arrêtes de me voir comme une solution. Je veux vivre mes années sans être vidée par les vôtres. Thomas secoua la tête. C'est injuste, on traverse une période compliquée. Tu ne peux pas nous lâcher maintenant. Sa phrase me traversa comme un courant d'air très froid. Je me penchai légèrement vers eux. Je ne vous lâche pas. Je vous rends ce qui vous manque depuis trop longtemps, la responsabilité. Ce n'est pas une punition, c'est un réveil, pour vous et pour moi. Ils se regardèrent, un échange rapide, nerveux, sec, puis Amandine se leva brusquement. Très bien, si c'est comme ça, on fera sans toi. Tu veux ton indépendance? Tu l'as, tu n'entendras plus parler de nous. Elle voulut partir, mais sa voix se brisa légèrement, comme une toute petite fille qui avait trop grandi trop vite. Mais ne viens pas dire plus tard que c'est nous qui nous sommes éloignés. Je me levai à mon tour, je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. C'est vous qui partez, Amandine. Moi, je reste, dans ma maison, dans ma vie, dans ma dignité retrouvée. Elle baissa les yeux. Thomas posa une main sur son épaule, non pas pour la soutenir, mais pour la pousser à sortir. Ils quittèrent ma maison sans un regard en arrière. Quand la porte se referma, le silence revint, mais cette fois, ce n'était pas un vide, c'était un espace où, enfin, je pouvais tenir debout. Les jours qui ont suivi leur départ ont eu une couleur étrange. Pas sombre, non, plutôt pâle, comme une pièce longtemps restée fermée qu'on a soudain ouverte. L'air y est différent. On y respire mieux, mais on y sent encore la poussière de ce qui s'est passé. J'ai continué ma routine, le café du matin, la promenade jusqu'à la boulangerie, les courses du jeudi, mes mots croisés. À chaque geste, je sentais une précision nouvelle, une conscience qui n'avait jamais été là auparavant, comme si vivre pour moi avait une texture différente. Ils n'ont pas appelé, ni eux, ni personne. Ce silence-là n'était pas un abandon, c'était un répit. J'avais eu la confrontation, j'avais eu les mots que je n'aurais jamais pensé dire. J'avais eu leur regard blessé, vexé, incrédule. Ce regard que portent ceux qui découvrent que l'avantage n'est pas éternel. Maintenant, il ne restait qu'une dernière chose à faire, dire la vérité, mais d'une manière qui ne puisse plus être ignorée ni renversée. La mise au point, la vraie, celle où l'on parle non pas avec la colère, mais avec la maturité douce de quelqu'un qui a trop longtemps baissé la tête. J'ai demandé à Amandine et Thomas de venir un dimanche après-midi, sans enfant, sans urgence, sans demande. Le jour venu, j'ai préparé le salon. Pas un banquet, pas un thé apaisant, rien de ces gestes qui arrangent franchement les choses. J'ai juste mis la table claire, ouvert les volets, rangé mes papiers dans la pochette bleue. Je voulais que cet endroit soit neutre, un lieu où l'on ne joue plus. À 17 heures précises, on a frappé. 3 coups secs, pas un de plus. J'ai ouvert, ils étaient en plus sérieux que d'habitude. Moins sûrs d'eux, Amandine avait le visage pâle, les lèvres serrées. Thomas, lui, avait cette énergie de quelqu'un qui se prépare à défendre ses intérêts, mais qui n'est plus certain de gagner. Ils sont entrés. Ils n'ont pas ôté leur manteau. Ils n'ont pas souri. Assieds-vous. Je leur ai montré les 2 chaises face à moi, et je me suis installée dans mon fauteuil bleu. Un silence pesant s'installa, mais pour la première fois, il ne m'étouffait pas. J'étais chez moi comme on ne l'est que quand on cesse d'avoir peur. C'est moi qui ai parlé la première. Je vous ai fait venir pour vous dire les choses clairement.
Pas pour discuter, pas pour débattre, pas pour revenir en arrière, pour que vous compreniez ce qui a changé et pourquoi cela ne changera plus. Amandine serra les mains. Thomas prit une grande inspiration. D'accord, dit-il. Écoute, Élise, on veut juste éviter que ça dégénère. On veut trouver un terrain d'entente. Je secouai la tête. Il n'y en aura pas, pas cette fois. Ils se regardèrent. Je continuai. J'ai fait les comptes. J'ai mis tout cela en ordre avec un notaire. J'ai vu les montants, les dates, vos retraits, vos achats. Tout est là. Je tapotai la pochette. Vous n'êtes pas ici pour contester. Vous êtes ici pour entendre. Parce qu'il faut que vous sachiez ce que j'ai compris. Pendant des années, j'ai donné par amour, et vous avez pris par habitude. Ce n'est pas la même chose. Amandine eut un frémissement au coin des lèvres. On n'a jamais voulu te faire de mal, murmura-t-elle. Je l'interrompis doucement. Je sais, vous ne m'avez pas blessée intentionnellement. Vous m'avez blessée parce que vous n'avez plus regardé qui j'étais. Vous avez pris la grand-mère et oublié la femme. Thomas voulut répondre, mais je levai la main. Ah, laissez-moi finir. Je posai mes mains ouvertes sur mes genoux. Vous n'aurez plus accès à mes finances. Plus de cartes, plus de transferts, plus de dépannage, plus de juste ce mois-ci, plus rien. Un silence net, sans retour. Thomas rompit le calme. Donc tu nous laisses nous débrouiller tout seuls, juste comme ça, après tout ce que t'as promis? Promis, le mot était presque drôle. Je ne vous laisse pas vous débrouiller. Je vous rends votre vie, la vôtre, pas la mienne, et je reprends ce qui me restait de la mienne. Amandine eut les yeux humides. Pas les larmes de manipulation, non, des larmes vraies, des larmes d'un enfant qui réalise un peu tard qu'elle a tiré trop fort. Mamie, tu ne vas pas nous abandonner? Je m'approchai légèrement, juste assez pour qu'elle sente la vérité dans ma voix. Je ne t'abandonne pas, Amandine, je me relève, c'est très différent. Ses épaules se relâchèrent. Thomas regarda le sol. Il n'avait plus rien à vendre, plus rien à négocier, plus rien à menacer. Je laissai le silence les entourer, puis je dis, d'une voix que je ne connaissais pas moi-même, « Je ne vous ferme pas ma porte, mais je ferme le robinet. Si vous revenez, ce sera pour me voir, pas pour me prendre. Si vous venez, ce sera avec votre dignité, pas avec vos besoins. Et si vous ne revenez pas, je saurai pourquoi. » Amandine essuya une larme. Thomas resta figé, comme un homme qui comprend enfin qu'il ne peut plus forcer l'entrée. Il ne dit rien d'autre. Quand ils se levèrent, je me levai aussi. Je les accompagnai jusqu'à la porte. Pas en hôtesse, en femme, en grand-mère redevenue juste une personne. Avant de sortir, Amandine se retourna. On verra, mamie, on verra. Je hochai la tête. Oui, on verra. Ils partirent. Je refermai la porte, et dans le silence qui suivit, j'ai senti quelque chose d'immense. Mon espace, mon souffle, ma place, ma vie qui revenait doucement, sans tambour, sans éclat, juste avec la dignité tranquille que l'on retrouve quand on arrête enfin de se trahir. Les jours qui ont suivi cette rencontre ont eu une douceur étrange, pas une joie, non. Les joies, à mon âge, arrivent différemment. Elles ne bondissent pas, elles s'installent comme une couverture qu'on pose sur les épaules. Une chaleur lente, discrète, mais réelle. Je n'attendais ni excuse, ni retour, ni miracle. Je n'attendais plus rien. Et c'était ça, peut-être, la vraie liberté. Je marchais davantage. Chaque matin, je descendais jusqu'à la place du marché, même si je n'achetais qu'une poignée de carottes ou un peu de fromage. J'aimais écouter les marchands discuter, sentir l'odeur du pain chaud, voir les enfants courir entre les étals. Ce monde-là ne me demandait rien. Il me laissait exister. Et cela suffisait. Un jeudi, au marché justement, une femme d'un certain âge m'a frôlé en attrapant des pommes. Elle s'est excusée avec un sourire, puis m'a dit « Vous êtes de toujours très droite, vous? On voit que vous avez du caractère. » Je ne savais pas que ça se voyait. J'ai répondu seulement « Il m'est revenu récemment. » À la maison, j'ai recommencé à lire. Des romans que j'avais laissés en attente depuis des mois. Des histoires qui ne me demandaient rien, qui se laissaient prendre doucement, page après page. J'ai même remis en place quelques cadres tombés de travers depuis longtemps, de petits gestes, mais qui disaient « Je suis ici, je vis ». Je m'étais aussi mise à cuisiner de nouveau pour moi, pas pour remplir l'assiette de quelqu'un d'autre, pas pour offrir, pas pour aider, pas pour mériter de l'affection, pour moi. Une soupe épaisse, une quiche aux poireaux, un rôti trop grand pour une seule femme, mais dont l'odeur remplissait toute la maison.
Je mangeais lentement, sans me presser, comme si je devais réapprendre une chose simple. La nourriture n'a de sens que quand on la respecte. Amandine et Thomas n'avaient pas donné signe de vie. Ni message, ni appel, ni visite. Au début, ce silence me piquait. J'ai passé 2 soirs à imaginer ce qu'ils disaient de moi, ce qu'ils se racontaient, ce qu'ils justifiaient pour ne pas se sentir fautifs. Je les voyais presque, autour de leur table, faire le récit de mon changement soudain. Ils avaient sûrement besoin d'une histoire dans laquelle ils restaient innocents, c'est humain, mais peu à peu, ce silence-là a cessé d'être un trou. Il est devenu un espace, et dans cet espace, j'ai commencé à exister d'une manière que je ne connaissais plus, sans devoir prouver, sans devoir donner, sans devoir équilibrer leur vie. Je me suis surprise, un matin, à fredonner en préparant mon café. Cela faisait longtemps, très longtemps. Je n'étais pas heureuse, pas encore, mais j'étais entière. Un après-midi, je suis allée marcher au bord du lac. L'eau était calme, presque immobile, comme si elle respirait avec moi. Je me suis assise sur un banc. À côté, un vieux monsieur lisait le journal. On s'est échangé un sourire, un de ces sourires qui n'attendent rien. Et il m'a dit: beau temps pour se reposer l'esprit. J'ai répondu: j'avais oublié que c'était possible. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à Amandine, à son visage le jour de notre discussion, à cette peur étrange dans ses yeux, cette peur que j'avais toujours apaisée sans même la nommer. Je me suis demandé si elle me manquait. La réponse m'a surprise par sa simplicité. Pas elle comme elle était. Peut-être celle qu'elle pourrait encore devenir. Mais je n'attendais rien. Je la laissais vivre sa vie, et je vivais la mienne. À la maison, j'ai sorti la lettre que j'avais écrite, la déclaration que maître Lernault m'avait aidé à clarifier, ce texte où j'annonçais que je cessais toute aide financière, sans agressivité, sans reproche, simplement avec la vérité. Je l'ai relu, tout était juste, tout était calme, tout était net. Je l'ai rangé dans le buffet parmi mes papiers importants, pas pour la leur envoyer, non pour moi, pour me rappeler que j'avais eu le courage d'écrire ma réalité. Le soir venu, je me suis assise près de la fenêtre. La rue était silencieuse. Une lumière dorée tombait sur les façades des maisons. Et là, dans cette clarté tranquille, j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Non pas une victoire, non pas une revanche, mais un apaisement ferme, un apaisement qui dit: j'ai repris ma place et personne ne me la prendra plus. J'ai fermé les yeux et je me suis dit que ce chapitre-là était presque fini. Il ne restait qu'une chose à faire: tourner la page, doucement, dignement, et marcher vers la dernière partie de cette histoire, celle où je parle enfin aux femmes comme moi, celles qui ont donné trop, trop longtemps. Je ne sais pas exactement quand j'ai compris que tout cela, ces jours de silence, ces promenades au marché, ces repas mangés seuls mais en paix, formaient la fin d'une histoire. Pas une fin brutale, pas un point final lancé comme un défi. Non, une fin douce comme un rideau que l'on tire lentement pour laisser la lumière entrer sans brusquer les murs. Je vivais plus simplement. Je me réveillais sans cette tension dans la poitrine, sans cette angoisse de devoir répondre, rassurer, arranger. Mon téléphone restait silencieux la plupart du temps. Au début, j'en étais piquée. Pas blessée, piquée, comme par une petite aiguille qui rappelle ce qu'on espérait encore. Puis, jour après jour, cette petite piqûre a cessé de me suivre. Le silence est devenu un compagnon, pas un reproche. Un matin, alors que je rangeais mes tiroirs, j'ai retrouvé une photo d'Amandine enfant. Elle avait 6 ans, un sourire tordu, les cheveux mouillés après la piscine. Je me suis assise sur le bord du lit avec la photo entre les mains et je me suis dit quelque chose que je n'avais jamais osé formuler. On ne perd pas quelqu'un parce qu'on met des limites. On le perdait déjà en n'en mettant jamais. Je n'ai pas pleuré. Les larmes, à mon âge, ne viennent plus pour ce genre de vérité. Elles viennent quand un souvenir est trop beau pour être revécu. Là, ce n'était pas ça. C'était une lucidité douce, posée. Les semaines passèrent. Je faisais mon marché. Je lisais. Je triais mes papiers. Je cuisinais pour moi seule. Je marchais au bord du lac. J'étais vivante d'une manière nouvelle, calme, simple, solide. Et puis un soir, alors que je regardais par la fenêtre la rue qui s'assombrissait, j'ai pensé à toutes de ces femmes que je croise au marché, à la boulangerie, chez le médecin, celles qui portent dans les yeux un mélange de fatigue et de douceur, celles qui donnent, celles qu'on appelle disponibles, celles qu'on sollicite 10 fois plus qu'on ne remercie, celles qui s'effacent sans bruit pour que les autres gardent leur couleur. Je pensais à elles et je me sentais proche,
tellement proche, comme si nous partagions tout un même langage secret, celui des femmes qui ont trop porté sans le dire. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé, aux humiliations silencieuses, aux petites phrases qu'on laisse passer, aux sacrifices qu'on justifie, aux peurs qui nous tiennent assises, alors qu'on devrait se lever. À ce moment précis où j'ai vu Amandine et Thomas manger devant moi, sans me proposer une assiette, et à la fissure qui s'était ouverte en moi ce soir-là. Une fissure devenue passage, une blessure devenue porte. J'ai compris cela. On ne se relève pas par fierté, on se relève par nécessité. Parce que vivre courbé finit par faire mal partout, parce qu'aimer ne demande jamais de s'abolir, parce que donner doit avoir une limite, et que cette limite s'appelle dignité. Je me suis assise à ma table, j'ai pris un carnet, j'ai écrit ces quelques phrases pour moi, mais aussi pour celles qui peut-être un jour auront besoin de les lire. Une femme n'a pas à se justifier d'exister pour elle-même. Elle n'a pas à s'excuser de protéger ce qu'elle a construit. Elle n'a pas à se sacrifier pour qu'on l'aime. Et elle n'a pas à rester dans les bras de ceux qui prennent sans jamais donner. J'ai fermé le carnet. Je me suis servi un thé. J'ai soufflé doucement dessus. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti cette paix profonde, celle qui arrive quand on accepte que sa vie n'a pas à ressembler à ce que les autres veulent en faire. La nuit est tombée lentement. J'ai éteint les lumières, j'ai laissé la maison respirer autour de moi, et je me suis dit, dans un murmure que personne n'entendrait, j'ai repris ma place, et ma place me suffit. Puis avant de me coucher, j'ai pensé à toutes celles qui marchent encore la tête baissée, à toute ma selle qui donne trop, qui s'efface, qui s'oublie pour ne pas perdre ceux qui profitent d'elle. Et je leur laisse ce message, doux, simple, sans bruit. Si cette histoire t'a parlé, ne reste pas seule. Pense à toi un instant, et si le cœur t'en dit, laisse un mot, un signe, quelque chose, pour toi, pas pour moi.